sur TV5 Monde, merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal. À la une, peine de prison confirmée en cassation pour Silvio Berlusconi, condamné pour fraude fiscale. Son âge avancé devrait le sauver, une première en tout cas pour le Cavaliere, bien décidé à ne pas en rester là. Sa réaction dans ce journal. En Égypte, le refus de se disperser des pro-Morsi face à une police prête à réagir malgré les appels au calme de la communauté internationale qui redoute un bain de sang, des sit-ins qui font de plus en plus désordre. Et puis la canicule n'épargne pas non plus la Chine qui n'avait pas connu telle température, plus de 40 degrés depuis 140 ans. Les piscines sont prises d'assaut, leur capacité d'accueil maximum explose. Silvio Berlusconi pas prêt à jeter l'éponge après ce séisme politico-judiciaire en Italie. La Cour de cassation a confirmé une peine de 4 ans de prison. Berlusconi, âgé de 76 ans, ne devrait toutefois pas passer derrière les barreaux en raison de son âge. Il dénonce une condamnation dénuée de tout fondement. On écoute la correspondance de Valérie Dupont. Silvio Berlusconi, dans ce message, parle comme un chef d'État, avec à son flanc les drapeaux italiens et européens, comme pour rappeler à la magistrature italienne qu'il a une fonction politique, il a été 4 fois président du Conseil et que, quelque part, il ne pouvait pas être traité comme le commun des mortels. Alors, dans ce message, qu'est-ce qu'il veut ? Eh bien, il veut rappeler qu'il a tenté depuis toujours, selon lui, de se dresser contre la gauche, contre le communisme, et qu'à partir de ce moment-là, eh bien, ces ennuis judiciaires ont commencé et que cela fait en quelque sorte 20 ans que ça dure parce qu'une partie de la magistrature, dit-il, est irresponsable. Une partie de la magistrature aurait un projet politique contre la démocratie italienne. C'est en quelque sorte le message de Silvio Berlusconi qui dit quand même qu'il va rester dans la politique, qu'il ne va pas pour cela jeter le gant. En tous les cas, les avocats de Silvio Berlusconi ne se donnent pas pour vaincus puisqu'ils viennent d'annoncer qu'ils comptent aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme pour tenter d'obtenir justice et essayer de sauver une fois de plus Silvio Berlusconi de ce mauvais pas, mais il y a peu de chances quand même que cela aboutisse. L'asile temporaire pour Edward Snowden, l'homme le plus recherché de la planète, est enfin sorti de l'aéroport de Moscou après plus d'1 mois passé dans la zone de transit. Le Kremlin a donc octroyé un asile d'1 an à celui qui est à l'origine des fuites du programme de la NSA. La Maison-Blanche s'est dite extrêmement déçue. David Gilbert. Pour la première nuit depuis plus d'1 mois, les bruits de décollage et d'atterrissage d'avions ne bercent plus le sommeil d'Edward Snowden. Arrivé le 23 juin à l'aéroport de Moscou-Sheremetyevo, en provenance de Hong Kong, l'ancien consultant des services secrets américains aura donc passé 40 jours dans la zone de transit. Son avocat est venu exhiber ce matin aux caméras le document attestant d'un asile provisoire d'1 an accordé par la Russie. Celui que les États-Unis espéraient rapatrier sur leur territoire pour le juger pour trahison et espionnage est désormais en lieu sûr, quelque part dans Moscou. En ce qui concerne son lieu de résidence, il le choisira lui-même. Il peut vivre à l'hôtel ou dans un appartement. Étant donné qu'il est l'une des personnes les plus recherchées sur la planète, il fera en sorte que son lieu de résidence soit totalement sécurisé. Il y a 1 mois, Edward Snowden avait demandé l'asile à une vingtaine de pays qui l'avaient pour la plupart refusé. Seuls des pays d'Amérique latine comme le Venezuela et l'Équateur lui offraient l'hospitalité, mais les modalités de son départ semblaient alors trop compliquées. La visite d'Evo Morales, le président bolivien, à l'intérieur de l'aéroport moscovite avait même tourné à l'incident diplomatique. Croyant que l'agent de la NSA se trouvait à l'intérieur du jet de Morales, la France, l'Italie et l'Espagne lui avaient fermé leur espace aérien, contraignant le président bolivien à faire une escale de 13 heures en Autriche. Mais Edward Snowden était bien toujours en Russie. Mercredi, son père l'incitait d'ailleurs à y rester, ce qui a donc payé avec cet octroi d'un asile provisoire qui surprend d'ailleurs les défenseurs des droits de l'homme. La situation est vraiment curieuse et pleine d'ironie, avec un homme qui demande l'asile à un pays qui n'est certainement pas en haut de la liste des pays qui respectent les droits de l'homme et le droit international. Après avoir tergiversé et conditionné l'asile de Snowden à l'arrêt des révélations sur le système de surveillance américain, Moscou a finalement baissé la garde, au risque d'envenimer ses relations avec Washington, alors que Barack Obama est attendu en Russie au mois de septembre. Via le site Wikileaks, Edward Snowden, lui, a remercié son nouveau pays hôte, affirmant que la justice avait triomphé. La guerre en Syrie, c'est aussi la guerre des images. Dernier événement en date, ce déplacement à forte valeur symbolique. Bachar al-Assad s'est rendu à Daraya, ancien bastion rebelle près de Damas. Une opération séduction un peu déplacée pour l'opposition, Amandine Sellier.
Bachar el-Assad continue sa campagne de communication démarrée la semaine dernière sur les réseaux sociaux. Cette fois devant les caméras de la télévision d'État, il s'est rendu à Daraya, ancien bastion rebelle retombé dans les mains de l'armée loyaliste. Il est venu féliciter ses troupes à l'occasion de l'anniversaire de la création de l'armée. Cette fois, l'armée a accompli son but. Je vous le dis, bonne année. Nous vous supporterons du mieux que nous le pourrons en tant que Syriens et nous soutiendrons vos familles. Un peu plus tôt, le chef de l'État syrien avait affirmé être sûr de la victoire de son armée. Des propos dénoncés par l'opposition qui parle d'un discours dégoûtant et répugnant, rappelant qu'en 2 ans et demi, des dizaines de milliers d'habitants sont morts et que la moitié de la population a fui hors des frontières du pays. Des morts, il y en a encore eu aujourd'hui en Syrie. Au moment où Bachar el-Assad visitait ses soldats, cette énorme boule de feu s'est dégagée dans le ciel de Homs après l'explosion d'un dépôt de munitions appartenant à des milices pro-Assad. Une explosion qui aurait fait au moins 40 morts et une centaine de blessés. Homs où pourtant le régime consolide sa présence depuis quelques jours, tandis que les rebelles, eux, tentent de reprendre des territoires dans le nord, notamment dans la région d'Alep. Au Liban, 2 missiles tirés depuis un lieu inconnu sont tombés dans la nuit de jeudi à vendredi sur la région de Babda, à l'est de Beyrouth. Pas de victimes, mais à noter que l'un des 2 missiles est tombé à tout juste 100 mètres du palais présidentiel et du ministère de la Défense. Cet incident est le 3e en 2 mois. Dans l'actualité également, cette nouvelle nuit de mobilisation en Égypte et la résistance n'est pas prête de s'arrêter. Voilà un mois que des milliers de pro-Morsi campent tout près du palais présidentiel et ce malgré les menaces répétées du gouvernement. La police, elle, reste prête à intervenir. L'Égypte à nouveau dans l'impasse, sans compter les gênes occasionnés par ces sit-ins à répétition. Barricades et contrôles à l'entrée du camp Rabaa Adawiya. Autour de cette mosquée, les partisans de Mohamed Morsi ont élu résidence. Depuis un mois, ils échappent à tout contrôle des autorités. Mais la police a pour mission de démanteler ce foyer de contestation. Une menace que les militants pro-Morsi récusent, déterminés à rester jusqu'au bout. Nous insistons à rester à notre place ici pour obtenir notre liberté, pour condamner le coup d'État militaire, pour protester contre le régime dictateur. La journée, certains vendent des pancartes à l'effigie du président déchu. D'autres s'occupent de rafraîchir les occupants, mais la majorité s'inspire du Coran pour résister. En fin de journée, avant la rupture du jeûne du Ramadan, les cuisiniers s'activent pour assasier les troupes. C'est du riz tous les jours, de la viande ou du poulet. On peut rester encore 1 année. Ce n'est pas un problème pour nous. Mais leur présence n'est pas sans gêner les riverains qui déplorent les nuisances du sit-in. L'armée a même créé un numéro vert pour enregistrer les plaintes. Ils ne nettoient pas derrière eux. Ils font leurs besoins dans les entrées des immeubles, les garages, les jardins et autour du campement. La situation est très mauvaise et gêne les habitants. Après la mort de 82 personnes lors des derniers affrontements, les demandes répétées du gouvernement de disperser le rassemblement font redouter de nouvelles violences. Mais à la nuit tombée, les fidèles, galvanisés par les prières, restent sur leur garde contre toute intervention. Et puis nous l'avons appris il y a quelques heures en Tunisie, des combats sont en cours avec des terroristes près de la frontière algérienne. Nous y reviendrons sans doute plus en détail dans une prochaine édition. Une énorme farce, c'est ainsi que de son côté, Morgan Tsvangirai a qualifié le scrutin présidentiel au Zimbabwe. Le Premier ministre et principal adversaire du président Robert Mugabe s'est exprimé lors d'une conférence de presse, et ce en réponse à une déclaration du parti au pouvoir, la ZANU-PF, qui revendiquait sa victoire écrasante. De quoi faire craindre de nouvelles tensions. C'est ce vendredi en tout cas que les observateurs régionaux de la communauté d'Afrique australe, la SADC, rendront leurs conclusions avant les résultats officiels prévus pour lundi prochain. Au Mali, les résultats de la présidentielle tant attendus ce jeudi ont été reportés à ce vendredi, soit 24 heures après le délai prévu par la Constitution. L'annonce a été faite via le compte Twitter de la présidence. Notre correspondant sur place, David Bachet, nous donne les raisons de ce retard. Le ministère de l'administration territoriale affirme que ce report a été décidé pour des raisons techniques.
C'est uniquement à cause d'un retard dans la communication des documents des régions de Gao et Sikasso, explique un porte-parole qui poursuit. Ces documents ne sont pas encore arrivés à la commission de centralisation. Une explication qui survient 4 jours après le vote et risque de ne pas apaiser les tensions de ces derniers jours. Le camp du favori, Ibrahim Boubacar Keïta, s'attend à l'annonce d'une victoire dès le premier tour. Son principal rival, Soumaïla Cissé, croit quant à lui savoir que c'est lui qui arrive en tête et qu'un second tour est inévitable. Surtout, des doutes planent sur la transparence du processus. Les partisans de Soumaïla Cissé ont déjà annoncé des tentatives de fraude et ce mardi, les autorités ont procédé à une étrange annonce en affirmant que, selon des résultats partiels, IBK était en tête avec une avance telle qu'un second tour ne serait pas nécessaire si les écarts se confirmaient. Le tout sans donner aucun chiffre, ce qui a suscité de nombreuses réactions sur le rôle du ministre, censé organiser le vote et non le commenter, censé surtout donner des résultats précis et chiffrés. Il faudra donc encore attendre pour en avoir connaissance. Je demande pardon. Les mots sont signés Ariel Castro, le tortionnaire de Cleveland, qui avait, souvenez-vous, séquestré et violé 3 femmes pendant 10 ans. Le verdict est sans appel, la prison à perpétuité. Stéphanie Pérez. En entrant dans le tribunal, Ariel Castro jette un rapide coup d'œil vers le fond de la salle. L'une des 3 femmes qu'il a séquestrées et violées pendant plus de 10 ans est là. Michelle Knight, aujourd'hui 32 ans. Elle se retrouve face à son bourreau. Le moment est éprouvant. À la barre, elle est très émue. Elle a la voix qui tremble, mais affirme sa détermination de s'en sortir. À partir d'aujourd'hui, je ne vous laisserai pas décider pour moi qui je suis. Je vais vivre pendant que vous mourrez à petit feu. J'ai vécu 11 ans d'enfer. Maintenant, votre enfer ne fait que commencer. Ariel Castro prend la parole. Il s'excuse d'abord et cherche ensuite des explications. Je ne suis pas un monstre. Je suis malade. J'ai des problèmes sexuels. Je suis impulsif. Pour avoir séquestré les 3 jeunes femmes dans cette maison de Cleveland, Ariel Castro, 53 ans, vient d'être condamné à la prison à vie. 1983, son discours était prêt. La reine d'Angleterre craignait une 3e guerre mondiale en pleine guerre froide. Les relations étaient tellement tendues entre les États-Unis et l'URSS que les autres pays s'attendaient au pire. Elisabeth II n'avait alors pas manqué de préparer ses sujets à une éventuelle attaque nucléaire. Cécile Adobati. Les vieilles boîtes des archives de la monarchie britannique révèlent un nouveau secret. 30 ans après, on découvre un discours qui, heureusement, n'a jamais été prononcé. Voilà ce qu'aurait dit la reine Elisabeth II en cas de 3e guerre mondiale. Aujourd'hui, la folie de la guerre se répand une fois de plus sur le monde et notre courageux pays doit une fois encore se préparer à survivre face à l'adversité. Je n'ai pas imaginé un seul jour avoir à assumer le lourd devoir qui m'incombe aujourd'hui. Mais quels que soient les moments difficiles qui nous attendent, les valeurs qui garantissent la souveraineté de notre pays doivent demeurer intactes. Ce discours aurait été rédigé par des membres officiels de la couronne britannique. Écrit en 1983 en pleine guerre froide, les relations étaient extrêmement tendues entre les États-Unis et l'URSS. Alors, le Royaume-Uni se préparait aussi au pire. Le scénario envisagé était une attaque. Une attaque imaginaire sur l'Europe de l'Ouest par les forces soviétiques. C'est incroyable. Le réalisme de cet exercice totalement hypothétique. Pour le gouvernement, il était clair qu'il devait envoyer un seul message. Un message de solidarité avec le reste de l'Alliance Atlantique. Nous allons déployer notre contre-offensive en cas de danger. C'était le message important vers l'international. Ce discours se voulait également rassembleur et rassurant, mais réaliste. Il évoquait une pensée compatissante pour les soldats, dont son fils, le prince Andrew, duc d'York, qui servait à l'époque dans la Royal Navy. Gagner un bébé, un vrai, dans un jeu télévisé, la démarche peut choquer, mais c'est une réalité au Pakistan. On y gagne habituellement des ordinateurs ou des voitures, mais pas cette fois, et ce pour le plus grand bonheur d'un couple sans enfant. Samasoula. Un présentateur vedette avec un bébé dans les bras,
Ce n'est pas le sien, mais le jackpot de son show télévisé. Oui, il s'agit bien d'un bébé en chair et en os, offert à ses concurrents en mal d'enfant. Le couple avait dit que le plus beau des cadeaux serait un enfant, mais il ne s'attendait pas à en gagner un. J'étais très choquée au début, je n'arrivais pas à croire que l'on me donnait une petite fille. J'étais extrêmement heureuse. En période de Ramadan, les chaînes se livrent une concurrence acharnée. Des voitures, de l'électroménager, d'accord, mais un bébé comme gain, c'est choquant pour les uns, un conte de fées pour les autres. L'émission, elle, se voit comme une scène religieuse où faire le bien serait le principal but. À Noël, il y a le Père Noël qui apporte des cadeaux à tout le monde. C'est important pour les chrétiens. Pour nous, musulmans, le Ramadan est une période très particulière. Il est important de rendre les gens heureux et de les récompenser. Cette petite fille de 2 semaines a été trouvée dans une poubelle. C'est cet homme qui l'a apportée sur le plateau. Son association religieuse recueille chaque mois 15 enfants abandonnés dans un Pakistan où être mère célibataire est un crime et la naissance d'une fille parfois vécue comme un fardeau. Notre équipe trouve des bébés abandonnés dans la rue, dans les poubelles. Certains sont morts, d'autres attaqués par des animaux. Pourquoi ne pas sauver ces enfants? On n'a pas juste donné le bébé comme ça, on avait auditionné le couple 4 ou 5 fois déjà. Fallait-il pour cela un show télévisé? Toujours est-il que l'émission affirme pouvoir sensibiliser sur l'adoption et va continuer à offrir des bébés. On les appelle les touristes du désastre, celui du tsunami de 2011 qui avait ravagé une partie du Japon. Autrefois, ils venaient se prélasser sur les plages de Rikuzen-Takata, dans le nord-est de l'archipel. Aujourd'hui, c'est davantage pour constater les dégâts, mais aussi les petits miracles de la vie. Pas de baigneurs cet été à Rikuzen-Takata. Cette ville du nord-est du Japon et ses alentours, autrefois prisés pour leur océan émeraude et leur sable fin, ont été entièrement rasés en 2011 par un tsunami. Mais les touristes sont de retour, cette fois pour des raisons différentes. Je suis venu constater de mes propres yeux que la reconstruction n'avance pas, 2 ans et demi après la catastrophe. Et je suis venu voir le pin miraculeux de Rikuzen-Takata, le seul à avoir résisté au tsunami. Ce pin, unique survivant d'une forêt de 70 000 arbres, est désormais connu dans tout le Japon comme le symbole de la reconstruction. C'est aussi la principale attraction touristique de la ville, des cars déversent des visiteurs toute la journée au pied de l'arbre. Pour les organisateurs du voyage, eux-mêmes originaires de la région, ce nouveau tourisme contribue à la reconstruction. Les touristes prennent chaque jour leur déjeuner dans ces restaurants préfabriqués et nous les conduisons dans plusieurs boutiques de souvenirs. Nous amenons des consommateurs. Cela ne peut qu'avoir un impact positif sur l'économie de la région. Ce bus fera une halte dans une boutique spécialisée en produits de la mer, principal atout économique de la région d'Iwate avant la catastrophe. Depuis l'arrivée des touristes du désastre, les affaires ont repris pour ce commerçant. Mais les regards voyeurs sont parfois dérangeants. Quand les touristes me demandent comme ça, de but en blanc, combien de personnes sont mortes ici, ce genre de curiosité morbide me dérange. Mais s'ils me demandent comment je vais ou m'encouragent à aller de l'avant, alors au contraire, je leur suis reconnaissant. 2 ans et demi après la catastrophe qui a coûté la vie à 1800 personnes rien qu'à Rikuzen-Takata, la reconstruction avance peu et le deuil des victimes est loin d'être terminé. Pour leur rendre hommage, les touristes ont déposé une gerbe de fleurs, incluse dans le prix du voyage. Certains d'entre vous souffrent peut-être de la canicule, et bien c'est aussi le cas en Chine, du jamais vu, plus de 40 degrés par exemple en Shanghai, un record absolu, non sans conséquences. Fanny Steinler. En Chine aussi, l'eau de la piscine est bleue, mais en période de canicule, c'est plus difficile à distinguer. 14 000 visiteurs sont venus faire trempette ce jour-là. Un bain de foule qui n'empêche pas les baigneurs de garder le sourire. Il y a beaucoup de monde, on dirait des boulettes dans un chaudron en ébullition. Mais plus on est de fous, plus on rit, non? Et pour surveiller tout ce monde, les maîtres nageurs ont fort à faire. Ces derniers jours, les températures ont atteint 41 degrés. À Shanghai, c'est du jamais vu depuis 140 ans. Les habitants ne savent plus où se réfugier pour supporter la chaleur
comme ici sur les marches d'un souterrain. Les hôpitaux sont pris d'assaut. Officiellement, la canicule aurait déjà fait au moins 10 morts dans la capitale. Dans les zoos, les animaux aussi souffrent de chaleur. Les pandas sont même obligés de laisser de côté leurs traditionnelles feuilles de bambou pour sucer des glaçons. Voilà, fin de ce journal. À très bientôt.